Donc, on va commencer. Je vous explique simplement le principe et pourquoi on fait des masterclass. Ça s'inscrit dans un cycle qui débute en tout début de janvier par un appel à projet. Les lauréats de ce projet vont pitcher dans cette session. Ça va être la première fois qu'ils pitchent. Voyelle vous expliquera ça, puisque Voyelle accompagne notre édition 2017 du labo, Voyelle Hacker. En fait, quand je suis arrivée dans ce pôle il y a 5 ans, il n'y avait pas de digitaux natifs dans le pôle et il n'y avait que de la production traditionnelle. Et j'ai dit, il faut s'y mettre très vite, apprendre à produire multi-écran, multi-plateforme, multi-support, etc. Parce que les digitaux natifs arrivent. Et comme dans toute transformation numérique de filière, tout le monde a dit, ouais, mais ça, c'est dans 10 ans. Et puis, on a créé ce labo, première conférence qu'on fait, et en fait, on avait là des gens qui avaient gagné au labo, et dont on n'imaginait pas ce qu'ils faisaient dans la vie. Et c'était sur les business models. Et quand on a parlé des business models, on a dit, bon, on ne va pas parler du CNC parce que tout le monde connaît le CNC. Et là, on a vu 8 perdieux qui nous ont regardés en disant, mais qu'est-ce que c'est le CNC? Et là, on savait qu'on avait en face de nous des digitaux natifs qui avaient poussé les portes, qui ne venaient pas du tout du même berceau que nous. Et aujourd'hui, après avoir écouté Julien dans d'autres circonstances, j'ai adoré la manière dont il a présenté la façon dont tu es rentré dans cette filière, pas du tout comme un acteur traditionnel, et comme au fond, tu es la preuve qu'on arrive au contenu de la même manière et qu'on le fait bien et qu'on le fait avec toutes les caractéristiques artistiques, que c'est pas discriminant du tout de venir d'un monde digital. Si tu veux bien venir. Bonjour à tous. On va passer une petite heure à discuter ensemble de mon métier de social media producer. Il y a encore quelques temps, je disais que j'étais transmédia producer, mais vous allez voir dans ce que je vais pouvoir dire pendant l'heure qui suit qu'il est plus juste de dire que je me focalise sur les médias sociaux, et je vais expliquer pourquoi je fais du transmédia par les médias sociaux. Mais tout d'abord, avant de parler de ce métier de social media producer, donc producteur médias sociaux, je ferai des anglicismes tout le long, mais là je me corrige, une petite vidéo. Bonsoir. C'est un peu drôle. C'est un peu stressant aussi. J'espère que je vais avoir des questions. J'espère que vous êtes là. I'm not going to talk about whether he's going to make America great again or crash it and burn it. And unlike what you probably think, I'm not trying to get the election overturned. I'm not trying to get Hillary Clinton into the White House. I'm not claiming the Republican Party won't be there for at least the next 4 years. No. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de Rock'n'Roll Matin. This is about him. Un technicien avec un seau d'eau lui permet de tremper la robe juste avant la prise pour accentuer l'effet dégoulinant. C'est un truc de ouf. And you. Mais avant d'aller plus loin, accordons-nous une pause nature. Une espèce de passereau nord-américain qui parcourt 2 fois par an les 4300 km séparant l'Alaska de la Californie. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour le soutien et pour votre bienveillance. Les contenus qu'on vient de regarder ensemble, ce sont des contenus qui ont été produits pour les médias sociaux, pour le web, pas pour la télévision. Pourtant, ils ont l'air d'avoir été produits pour la télévision. Il y a un présentateur, il parle de news, on parle d'un arbre qui est tombé par terre, un gros arbre qu'on connaissait. C'est du contenu qu'on a pu voir à la télé, mais pourtant, il a été fait pour les médias sociaux. On appelle ça des social media vidéo.
petit retour aux sources, des petits chiffres pour commencer. Aujourd'hui, cette année, est une année importante puisque on regarde autant de contenu vidéo à la télévision que sur les écrans connectés. Alors pendant longtemps, on savait que les gens regardaient toujours la télévision. Aujourd'hui, ils regardent autant la télévision que les médias connectés. Et ce qui est intéressant, c'est que le digital n'a pas cannibalisé la télévision. Au contraire, les temps d'audience augmentent sensiblement, mais ils augmentent toujours. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on regarde 2 fois plus de vidéos qu'avant. Et je pense que toutes les personnes qui sont ici dans la salle prendront ça comme une très très bonne nouvelle, c'en est une. Quand je parle de social media vidéo, j'ai volontairement, dans ce diagramme, enlevé YouTube. Parce qu'on va plutôt se concentrer sur les médias sociaux que sont Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Ce sont des lieux sur lesquels on consomme beaucoup de vidéos. La vidéo est le contenu maître. Si vous voulez faire du buzz, si vous voulez avoir des succès sur les médias sociaux, il vaut mieux produire des vidéos que des images ou que du texte. Des fois, on me demande la durée de la vidéo. Ça, c'est une grande question. La durée optimum pour une vidéo donc, sur ces plateformes-là. En vrai, il n'y a pas de règle. La vraie règle, c'est comme tout le temps, il faut faire des bonnes vidéos, des belles histoires, du bon contenu. Il faut que ça soit intéressant. Et on a un terme en fait sur les médias sociaux, on dit qu'il faut que le contenu soit engageant. On va y revenir un peu plus tard. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sur Snapchat, les vidéos sont de base ultra courtes, puisque sur Snapchat, une vidéo, ça fait 10 secondes maximum. C'est une story. Ensuite, sur Instagram, on est limité à 60 secondes. Et sur Facebook, là, on peut créer des vidéos de la durée que l'on veut, mais on sait que les vidéos sont plus ou moins courtes. Alors, créer des vidéos de 10 secondes, 60 secondes, ou on va dire avec un temps moyen de 2 minutes 30 donc sur Facebook, ça impose de nouvelles règles d'écriture, de nouvelles règles de production. On parle de Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, mais en vrai, il y a un gros leader sur la vidéo dans les médias sociaux. Vous le voyez ici, c'est Facebook. En temps de visionnage moyen, Facebook est largement au-dessus des autres. Donc ce matin, on a pu parler un petit peu de stratégie médias sociaux avec quelques groupes que j'ai pu voir. Et c'est vrai que j'avais beaucoup ce mot en bouche, Facebook, parce qu'aujourd'hui, il y a un usage, c'est qu'on regarde beaucoup de vidéos sur Facebook. Ça, c'est un article qui date depuis quelques temps. C'était un article qui annonçait que Twitter avait acheté des droits de la NFL. La NFL, c'est donc le football américain. Il y a les Thursday Night aux États-Unis, c'est des grandes soirées de football, et depuis 2 ans, Twitter avait les droits exclusifs de la diffusion des matchs du jeudi. Alors il y a une news qui est tombée il y a une semaine, c'est qu'Amazon vient d'acquérir ces droits-là. C'est intéressant, on a des plateformes 100% digitales, des médias sociaux pour Twitter, qui achètent de la télévision. Et oui, parce que, je me répète, mais on regarde maintenant autant de vidéos sur les médias sociaux qu'à la télévision. Twitter a d'ailleurs annoncé, pour réagir à cette nouvelle, qu'ils allaient lancer une web TV, c'est-à-dire que maintenant, il y a un stream en direct, on pourra regarder des contenus 24 heures sur 24 sur Twitter. Les médias sociaux deviennent une télévision. Donc ensemble, on va réfléchir, on va essayer de... Je vais donner les réponses dans les slides, mais après on se posera des questions. Donc n'hésitez pas, en effet, comme Lydie le disait, on va pouvoir discuter, noter les questions, on parlera de ça après, mais on va essayer de réfléchir comment créer des programmes audiovisuels adaptés sur les médias sociaux. Avant ça, je vais parler un petit peu de moi, puisque c'est prévu, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. En effet, je ne viens pas de la télévision. J'ai pas commencé dans une société de production, j'ai pas commencé chez une chaîne. Ça fait maintenant 5 ans que ma société Bigger Than Fiction accompagne les professionnels de la télévision, et ensemble, on apprend à réinventer la télévision.
Alors, dans cette presse, il manque mon logo, parce que là, je vous dis pourquoi une chouette. Vous n'avez pas vu qu'il y avait une chouette dans mon logo, mais du coup, je vais répondre quand même à cette question. Il y a 5 ans, quand j'allais voir des professionnels de la télévision, et je leur disais, il faut mettre des vidéos sur une page Facebook, etc., sur YouTube, on me regardait avec des grands yeux. Alors, pas des grands yeux de chouette, mais surtout, on me regardait en me disant, waouh, c'est un peu le mystère, c'est un peu le Far West Internet. Et finalement, j'ai passé quelques années à explorer pour les professionnels de la télévision les opportunités que le web offrait sur la diffusion des contenus. Donc comme une chouette, j'avais l'impression d'être un oiseau de nuit qui observait les opportunités dans la forêt pénombre, la pénombre que constitue Internet. Et aussi parce que la chouette tourne la tête à 360 degrés et il y a encore pas très longtemps, on disait souvent, on parlait de communication 360 degrés, de stratégie 360 degrés. Et puis tout simplement parce que j'adore Harry Potter et qu'Harry Potter c'est une superbe franchise transmédia. Gros clin d'œil. Bigger Than Fiction, c'est 2 associés. On est 2. On a 2 talents complémentaires, des savoir-faire complémentaires. On s'est rencontrés en fait dans une agence de marketing digital qui s'appelle Even. Edouard, mon associé, lui il était community builder. Alors c'est un mot savant pour dire community manager, mais disons que dans la hiérarchie d'une agence, quand on manage des community managers, on dit qu'on est community builder. Avant Facebook, avant YouTube, il y avait les blogs. Et quand il y avait les blogs, Edouard, il invitait des blogueurs à des soirées et on leur parlait de jeux vidéo, on leur parlait de films et on s'assurait qu'ils en parlent sur Internet. C'était les fondements, la base du community management avant les médias sociaux. Mais surtout, quand on allait fumer des cigarettes à la pause avec Edouard, on se parlait beaucoup de franchises transmédia. On parlait donc de story worlds, d'entertainment et de web culture. Ça, c'est l'ADN de notre société, mais c'est aussi ce qui est au fondement des réflexions de contenu sur le web. Quand on parle de story world, c'est un anglicisme, ça veut dire univers narratif. Considérer qu'une histoire, c'est pas seulement 90 minutes. Non, en fait, une histoire, elle peut être racontée plus longuement. On a toujours des choses à dire. Quand je parle avec des auteurs, des réals, je leur dis « Est-ce que tu es sûr que tu as tout dit dans ton doc ? Est-ce que tu es sûr dans ta série, tu as tout dit ? Est-ce qu'on a tout dit sur les personnages ? Est-ce qu'on n'a pas des infos un peu complémentaires à donner au public, aux fans qui sont très friands d'informations et qui veulent toujours plus d'histoires ?» Et bien avec Edouard, on se rejoignait vachement sur ce sujet-là. La réponse pour nous était très claire, était oui. Et du coup, on a pu commencer à parler de nos premiers amours, c'était Matrix. Matrix, c'est une trilogie, donc des films, un gros succès, mais aussi, par exemple, là je vous montre la jaquette d'un DVD qui s'appelle Les Animatrix. C'est-à-dire que les auteurs de l'univers de Matrix, ils n'ont pas seulement raconté leur histoire, leur univers dans des films de 2 heures, non, ils ont répondu à certaines des questions de la mythologie de l'univers dans des petits courts-métrages, donc Les Animatrix, mais aussi dans des jeux vidéo, dans des bandes dessinées. Ils ont raconté plus que les films. Je parlais avec Edouard, donc toujours lors de ses pauses cigarettes, des moments de création importants dans cette agence. Je lui parlais d'un livre qui a un petit peu changé ma vie. C'est le livre de Henry Jenkins qui s'appelle « La culture des convergences ». Pour nous, c'est un peu la Bible, hein. On l'avait sur notre table de chevet fut un temps, maintenant un petit peu plus loin. Ce livre, il disait un truc très clair. En fait, il parlait des fandoms, il parlait du pouvoir qu'on donne aux fans. Alors, le fan, c'est le spectateur, mais un spectateur plus. C'est un spectateur qui est, parce qu'il est fan, parce qu'il est passionné, parce qu'il a une faim de contenu, il a envie d'en savoir toujours plus, mais il va les fouiller, il va se réunir sur le web. Avant les pages Facebook qui sont nombreuses et qu'on voit fleurir tous les jours sur ce média social, il y avait les forums. Les fans, c'est des gens qui se retrouvaient en forum et qui discutaient, qui débattaient et qui, des fois, même créaient des contenus. Il y avait un autre livre sur ma table de chevet, c'était celui-là, Ami Joachim, Communities on the Web. C'est la Bible du Community Manager. Ça nous explique comment
justement, on crée une communauté, quelles sont les forces dans un groupe, pourquoi les gens sont engagés dans des communautés, pourquoi ils restent et ils se regroupent donc sur le web. C'est un livre qui est très rare, c'est difficile de le trouver maintenant, c'est une Bible, mais finalement c'était surtout ce livre, il contient un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements naturels de création de groupe. J'étais fan d'ARG, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais un blog qui s'appelait Fais-moi jouer. Aujourd'hui, il est fermé. Et j'y parlais de ces jeux en réalité alternée, c'est-à-dire des jeux qu'on crée uniquement pour les fans. C'était des jeux qui racontaient en fait des histoires, mais dans le web, dans la vraie vie. On matérialisait l'histoire dans l'environnement des utilisateurs. Vous me direz si vous avez déjà pu consulter des ARG. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai lancé ce blog. Aujourd'hui, on parle plus trop d'ARG, mais finalement, moi, je retrouve beaucoup de traces des ARG, justement, dans des profils Facebook de personnages, par exemple, sur des faux sites où on essaie de vous faire croire qu'une société existe, par exemple, une société fictive d'un univers narratif dans la vraie vie. Tout ça était en fait les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire on communique beaucoup plus sur les programmes. Une série télé, c'est pas juste un programme qui est diffusé sur le poste de télévision, c'est en fait des contenus qu'on va disséminer sur Internet. Pour les fans de Game of Thrones, par exemple, qui est la série la plus populaire au monde, hein, c'est la série la plus téléchargée l'année passée. Et ben en fait, on sait très bien que ces stratégies de buzz marketing, de distribution de contenu sur les médias sociaux et sur le web fait partie intégrante de leur storytelling. C'est comme ça qu'ils créent de l'attente et du désir autour des intrigues de la série. Édouard, c'est mon amoureux professionnel. Ensemble, on a collaboré et on a mis au point un système. Quand on collabore, on met zut, je suis un peu fatigué, c'est l'effet de jet lag. On a des savoirs complémentaires, ça c'est juste pour m'introduire moi. Moi, qu'est-ce que je faisais dans cette agence? Mon travail, c'était d'anticiper les usages et les campagnes marketing sur les nouvelles plateformes. J'étais planeur stratégique. Mon métier, c'était de dire, en fait, aux marques, vous allez devenir des marques médias. Bientôt, vous aurez des comptes Twitter, des comptes Instagram, des comptes Facebook, et il va falloir créer les contenus qui vont avec. Puisque si vous voulez être vu, si vous voulez avoir des fans, être suivi, qu'on s'engage autour de vos marques, il va falloir que vous appreniez à prendre la parole. Et par là même, développer votre propre storytelling. Alors, je faisais ça justement pour des marques, hein, je bossais pour Orange, Michelin, PMU, Xbox, PlayStation, mais j'avais en fait d'autres désirs. Ce que j'avais envie, c'était de produire mes propres histoires, ou enfin travailler avec des gens qui produisaient des histoires assez cool. Petit retour en arrière, là je vous parle d'un temps, donc c'est 2007, ça fait 10 ans que je travaille en agence en 2007. En 2007, ce monsieur, c'était le mec qui avait le plus d'amis au monde. Qui est-il? C'était Tom de MySpace. En effet, il y a 10 ans, il n'y avait pas Facebook. Il y a 10 ans, il y avait MySpace, c'était le leader, c'était le réseau social. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, et si on demande à une jeune personne de 14 ans, elle ne connaît pas MySpace, elle ne sait pas du tout ce que c'était. Pourtant, à l'époque, c'était vraiment le lieu de place to be sur Internet. En 2007, ça c'était la couverture du Time Magazine. La personnalité de l'année, c'était nous. Mais ouais, en 2007, c'était l'avènement de YouTube. YouTube, c'était la première fois que sur Internet, on pouvait facilement, nous, utilisateurs, amateurs, publier nos contenus, raconter facilement nos histoires sur Internet. Alors avant, il y avait les blogs, mais les blogs, déjà, c'était compliqué. Il fallait se créer son blog, il fallait écrire, il fallait mettre des photos, du texte, etc. YouTube, c'était facile. Je prenais mon caméscope, je le uploadais sur Internet, et hop, le monde entier pouvait le voir très très facilement. Les blogs, c'est ce qui m'a permis donc d'être là aujourd'hui. J'ai pris la parole, je parlais des jeux en réalité alternée, et c'est ce qui du coup m'a permis de me faire remarquer par Michel Riac notamment, qui est un des coachs au labo. C'est un des premiers à m'avoir contacté en me disant « J'aime bien ton blog, il faudrait que tu viennes nous en parler chez Arte ». Merci à lui s'il nous écoute. Aujourd'hui,
cette année. On est en 2017 et les choses ont changé. Vous êtes prêts? Alors normalement, je dois voir les commentaires qui apparaissent. Alors j'ai acheté des lunettes à la pharmacie parce que j'avais perdu mes lunettes. Et puis j'ai acheté des bananes. Puis j'ai acheté du café. Contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas le matin, hein, parce que c'est en direct. Je vais chercher une guitare quand même. Eh oui, c'est Jean-Louis Aubert. Alors faites voir, qui c'est qui m'envoie un petit commentaire, voir si ça marche. Je suis obligé de mettre des lunettes parce que sinon... Oh. Bon, demain, je dois faire une petite apparition pour des amis acoustiques. Alors, il faut que je révise les chansons. Alors, je pensais... Ah bah voilà. Ah bah ça doit pas être totalement en direct. Bon, alors, si je suis pas coiffé, si ça a l'air du matin, c'est pas vrai, hein, c'est parce que c'est comme ça hein, que je suis... Voilà, j'ai ça. Jean-Louis Aubert, une des personnalités les plus appréciées des Français. Il a fait ça pendant 40 minutes. Alors on le voit dans cette vidéo, c'est authentique. Il a pris son téléphone, il était dans sa chambre, il a sans doute été poussé par des amis ou ses enfants, que sais-je. Mais il a pris son téléphone, il a allumé Facebook, il appuie sur diffuser en live, donc c'est la fonction, ce qu'on appelle Facebook Live, et sa vidéo, elle a été vue plus de 3 millions de fois. Voilà, il est chez lui avec son téléphone, il fait 3 millions de vues. Et ce qui est intéressant, pour nous qui sommes professionnels de l'engagement sur Facebook, c'est que cette vidéo, elle a été partagée 55 000 fois. Elle a été commentée 76 000 fois, elle a été likée 73 000 fois. Alors, on va en profiter pour faire un petit point sur qu'est-ce que l'engagement sur les médias sociaux. Il y a 3 types d'engagement. On va les reprendre donc décrescendo. Le plus facile, quand vous voulez être engagé sur une vidéo, c'est de liker sur Facebook. Le petit pouce bleu, poup, j'appuie. C'est facile, c'est aussi simple qu'un clic. Donc en un clic, je balaye, je suis sur mon téléphone, touc, je fais un petit clic et je like. Qu'est-ce que ça veut dire le like? Ça veut dire j'aime bien, je trouve ça cool, je l'ai vu et j'ai envie que ça se sache. C'est un acte passif de communication, c'est une participation très 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 simple, très accessible. Ensuite, il y a le commentaire. Le commentaire, c'est plus qu'un like, c'est j'aime bien et je vais le dire avec mes propres mots. Donc, je vais y mettre, j'apporte ma littérature, j'apporte mon soutien à ce créateur du contenu. Super Jean-Louis, je t'adore, je t'ai toujours aimé, merci, amour, amour. Ça, c'est ce que ma maman aurait dit. Vous vous doutez bien, j'aurais jamais dit ça à Jean-Louis Aubert, je suis trop timide. Mais aussi, on peut taguer ses amis sur Facebook, et ça, c'est une fonctionnalité qui est importante. On pourrait très bien dire hashtag maman. Je sais, alors, c'est pas hashtag, d'ailleurs, c'est @maman. Je vais pas donner son vrai nom, cette vidéo sera publique et je veux préserver son anonymat. Mais je pourrais taguer ma maman en disant je sais que tu adores Jean-Louis Aubert, regarde, tu vas bien te marrer. C'est assez simple. C'est quand même une communication qui reste dans un cadre clos. C'est-à-dire que c'est moi qui décide d'interagir avec le contenu. C'est aussi simple qu'un tweet. Il y a un autre degré d'interaction qui est celui-là, le seuil ultime de participation sur les médias sociaux, c'est le partage. Le partage, c'est toujours un clic, mais lui, il a des grandes conséquences. C'est qu'en cliquant, je vais moi-même publier la vidéo sur mon propre profil et ainsi, tous mes amis la verront. Là, c'est une grande prise de parole. C'est ce que vous faites de mieux pour Jean-Louis Aubert, c'est que vous devenez un relais. Vous devenez diffuseur de sa vidéo auprès de votre cercle d'amis. Et ça, Jean-Louis, ça lui a valu d'être une des plus grosses stars de Facebook Live à ce jour. Mais il n'y a pas que lui. Guillaume Canet a sorti un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Rock'n'Roll, dans lequel il pète les plombs. Et il a pété les plombs sur Instagram. Cette photo, en fait, elle n'a pas été postée par Guillaume Canet lui-même. Non, c'est Gilles Lelouch, son pote, qui est dans le film, qui a posté une photo dossier, donc une photo très intime, très gênante, de Guillaume Canet. Je veux dire, cette photo, Guillaume Canet aurait sans doute pas souhaité la rendre publique. En tout cas, son manager, la personne qui gère son image, a dû avoir quelques réticences. Non, parce qu'en fait, ils maîtrisent très bien les codes d'Internet. Ils savent qu'une des valeurs d'Internet aujourd'hui, une des valeurs en création de contenu, c'est l'authenticité.
Cette photo, elle a été vraiment prise par Gilles Lellouche sur son téléphone. Ils sont potes, ils sont des vrais potes, c'est une vraie relation d'amitié. Et donc cette photo, elle le reflète. Et on se doutait bien que Guillaume Canet, en faisant du cheval, des fois se faisait quelques petites brûlures aux cuisses. C'est pas un grand secret. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, Guillaume Canet, à son tour, il a lâché une photo dossier. Une photo que Gilles Lellouche aurait peut-être pas aimé partager, quoique elle est plutôt avantageuse d'ailleurs. Ce Rock'n'Roll Challenge, il y a Marion Cotillard et toute la bande de potes de Guillaume Canet qui ont participé, et même le public. C'est-à-dire que le public s'est dit, tiens, j'ai ma star préférée, ma célébrité, qui me donne l'exemple, et si je lâchais une photo dossier? Ils ont fait donc de même. Oui, c'est une création de contenu très basique, c'est très simple. On espère tous dans la salle faire beaucoup mieux. On aimerait que des buzz soient, bien que je n'aime pas ce mot, on va dire cette viralité soit plus qualitative sur le contenu. Mais je dirais, c'est à nous de concevoir la suite. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on donne au public sur les médias sociaux, il donne en échange. Et ça, c'est le plus intéressant. En 2017, donc 10 ans après avoir commencé dans le web, 5 ans après avoir monté ma société, j'ai donc produit 120 opérations auprès de 40 clients. Mes clients sont des professionnels de la télévision, donc des diffuseurs, des producteurs, mais aussi des gens de l'industrie du cinéma, de l'édition littéraire, du jeu vidéo, de la bande dessinée et quelques marques. Ensemble, on travaille sur des histoires. On est une petite bande de 15 personnes et on a des savoir-faire complémentaires. Aujourd'hui, cette petite bande de 15 personnes, elle travaille dans une société qui est un peu hybride, puisque notre société, elle est à la fois une agence de marketing digital et une société de production. Ainsi, Timothée, que vous voyez portant une chouette, je ne vous précise pas pourquoi, vous le savez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est notre directeur artistique dans l'agence. C'est lui qui gère la production des contenus. Évidemment, dans notre société de production, il est directeur littéraire. C'est lui qui supervise l'écriture des scénarios. Julie, elle est directrice projet dans l'agence. C'est elle qui est la master des projets. Les calendriers, les devis, les plannings ne lui font pas peur. Merci à elle. Évidemment, dans notre société de production, elle est directrice de prod. Et enfin, ça c'est ce qui reflète le mieux la complémentarité entre l'agence web et la société de production. Jennifer, elle est responsable influenceur. On va voir après ce qu'est un influenceur. Je vais le dire tout de suite. Un influenceur, c'est quelqu'un qui est influent sur les médias sociaux. Un YouTuber, un tweetos influent, un Snapchatter star. Elle les contacte, elle les connaît et elle sait quel influenceur va être capable de relayer votre contenu. Chez nous, dans la société de production, elle est également directrice de casting, parce que quand on peut parler d'un acteur qui est bankable, ou un acteur qui va être capable de ramener une audience au cinéma, nous, en fait, sur des productions digitales, on pense pareil. On se dit, quel est le talent le plus talentueux, le talent qui, évidemment, rencontre les envies de nos auteurs et de nos réalisateurs, mais aussi ceux qui vont être capables de ramener le plus de public. Donc elle a cette double casquette. Qu'est-ce qu'on fait dans la partie agence? Dans la partie agence, on fait du community management, on fait des social ads. Oui, quand on est une marque comme Studio Plus, on a envie de communiquer sur nos séries télé, nos séries mobiles, pardon, toujours le jet lag, cette excuse va me tenir encore une petite demi-heure. Quand on fait des publications, quand on publie des contenus sur les médias sociaux, quand on est une marque comme Studio Plus, on va plutôt parler de publicité sociale. Chaque contenu est en fait une publicité. Chaque contenu a la valeur d'une affiche, d'une pub télé, d'une pub dans la presse. En fait, notre métier de communicant, on passe autant de temps sur une publication Facebook que sur une affiche, une campagne d'affichage. Autant, peut-être pas, mais on y apporte vraiment beaucoup d'attention et on considère chaque contenu comme une mini-campagne. Donc voilà, on travaille pour Canal Play, pour CanalSat. Donc on fait de la conception-rédaction, c'est-à-dire qu'on réfléchit à des idées, le bon mot,
la bonne image, comme dans la publicité classique, sauf que ces publicités, elles sont forcément accompagnées d'achats médias. Ça, c'est hyper important, c'est le nerf de la guerre. L'achat média sur les médias sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, pas Snapchat, c'est un peu particulier Snapchat, mais sur ces 3 premiers réseaux sociaux, l'achat média est primordial, surtout pour une marque. Sauf que l'achat média sur ces médias sociaux ne coûte pas très cher. En fait, il est hyper rentable. Il est hyper rentable et en fait, c'est un outil de recherche et développement. Ça nous permet de comprendre quels sont les personnages préférés, quels sont les messages, les intrigues préférées de nos contenus. Parce qu'on va être capable de tester sur différents cibles, différentes audiences, différents donc, personnages et parties de l'histoire. En fait, ça va nous permettre d'écrire. Quand on travaille pour une série qui s'appelle Cut, dont je vais vous parler après, et ben en fait, grâce au contenu, si je publie sur la page Facebook de Cut un contenu avec Marion ou Jules, ben je vais être capable de savoir qui est le plus populaire auprès des filles, qui est le plus populaire auprès des jeunes mères. Et ensemble, avec les producteurs, on va être capable d'affiner le storytelling de la série télé, ou même d'ailleurs de conduire carrément, on s'en sert quasiment pour faire des études. Ça, c'est le premier pilier de notre savoir-faire d'agence. Ensuite, il y a un gros truc, on en a un petit peu parlé quand je parlais d'influenceurs, ce sont les RP digitales. Les RP digitales, c'est-à-dire relations presse digitales. En fait, aujourd'hui, on parle plutôt de marketing influenceur, des mots qui sont tous les deux assez désagréables à entendre, mais qui expriment en fait une réalité. C'est qu'aujourd'hui, sur les médias sociaux, sur le web, si vous voulez être vu, si vous voulez être entendu, il est plus efficace de collaborer avec des gens qui ont déjà une communauté, qui sont déjà suivis, qui ont déjà une légitimité, qui sont aimés de votre public, et chercher ensemble à définir un discours, à définir ensemble d'histoires à raconter au public de vos influenceurs. En 2014, on a travaillé donc on a monté en fait une communauté d'influenceurs pour CanalSat sur 3 ans, et en 2014, donc on a obtenu 320 publications, articles sur 120 blogs et plus de 500 publications Facebook. Ça, c'est ce qu'on peut faire quand on travaille à l'année sur des marques médias.
sauver l'armée. Je suis tombé sur le jeu sur Twitter. J'ai participé comme ça sur un tweet. Pendant 3 jours, je pense que j'étais absente tous les midis sur mon téléphone. C'est moi qui ai mené la bataille. J'ai fait partie des 4 armées. C'était vachement marrant à faire. Sur 4 jours, donc c'était assez intense. J'ai fait des trahisons. Je pense que j'ai mangé une brochette de Lannister, j'ai démembré des gens. Mais on a fait une belle bataille et on a fait des alliances pour que tout le monde s'entretue et on a gagné à la fin. C'était drôle, c'était marrant, ouais, c'était bien. Ah, c'était assez sympa quand même. Le système était assez nouveau. Et je vous laisse, ça commence. Ah, je vous laisse. Bon, ça renvoie un petit peu du gros, hein. Grosse musique, gros chiffres dans tous les sens. C'est une grosse fierté parce que justement, on a su faire une OP qui a ravi notre client CanalSat. Des chiffres exceptionnels. On a vu un truc donc les parts de voix, c'est-à-dire que sur la semaine qui précède la diffusion de Game of Thrones, il y a 75% des tweets qui mentionnaient CanalSat. C'est-à-dire qu'on a généré 75% des tweets qui parlaient globalement en France de Game of Thrones. C'est assez énorme. Et comment on explique ce succès ? Bah justement, on a bossé avec des influenceurs, des gens qui étaient déjà ultra crédibles, ultra suivis par la cible des fans de Game of Thrones. On les a trouvés tout simplement parce que c'est des gens qui avaient posté des publications qui avaient déjà été très suivies précédemment et qui parlaient de Game of Thrones. Et parce que ces influenceurs, on leur a pas donné de l'argent, on les a pas payés. Pourtant, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. C'est les gens qui demandent beaucoup d'argent parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'influence. Mais on leur a offert un truc cool. On leur a conçu un jeu juste pour eux et pour leurs fans. Et donc, on a rassemblé plus de 70 000 personnes pendant 3 jours. On ne fait pas que ça. On fait aussi du digital storytelling, donc de la narration digitale. Ça, c'est notre cœur de métier et c'est ce qu'on essaie de développer justement dans nos projets de production. On a travaillé pour 2 séries télé et on a développé des narrations transmédia. Alors, on a travaillé dernièrement pour une série qui s'appelle Sam, avec Mathilde Seigné. On a donc produit une série second écran. On a sorti qu'il y avait une page Facebook sur laquelle les enfants du personnage, donc de Mathilde Seigné, Sam, racontaient en fait leur version de ce qu'on avait pu voir à la télévision. Et on a travaillé également sur une série qui s'appelle Cut. Salut les photos. C'est Jules. Je viens d'arriver à La Réunion avec ma mère, et c'est trop le pied. Vous connaissez ma page Facebook? Non? Trouvez-moi sur ma page. Là on a soif, donc on va boire comme des chiens. T'es prêt, fille? Let's go! Y'a pas de tabou, je vous raconte tout. Ouais, j'ai oublié que je coupais vraiment trop tôt ce clip. C'est parce qu'il faut faire vite. Donc Cut, c'est une série qui est diffusée sur 14 semaines, c'est 70 épisodes, donc diffusée sur François. Et chaque jour, pendant donc 130 jours, un petit peu avant, un petit peu après, on a fait vivre la page Facebook d'un des personnages, Jules. Dans la série, Jules, c'est le petit-fils du grand méchant et le fils de l'héroïne. Il est toujours pris entre les deux. Le pauvre, il a 16 ans dans la série, et il s'en prend, on lui dit toujours se taire. En fait, il va toujours dans sa chambre, il est puni, il n'a rien le droit de faire. Et on s'est dit, dans la vraie vie, un ado, s'il se faisait maltraiter comme ça par les adultes, il se vengerait sur Facebook. C'est ce qu'on a fait. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, la chaîne et donc les producteurs nous ont contactés avant le tournage de la saison 1. Ce qui fait qu'ensemble, on a pu façonner le personnage de Jules, mais même à la télévision. On a défini certaines règles. On s'est dit, Jules, en fait, c'est comme un ado, il aura toujours son téléphone dans la main. Jules, dès qu'il va se passer un truc un peu cool, il va sortir son téléphone, il va publier il va prendre des vidéos et des photos. En fait, comme dans la vraie vie, sauf qu'on a pu le voir donc à la télévision, et qu'il y avait un truc assez cool, c'est que quand Jules prend une photo dans l'épisode de la télévision, il y a une petite notification qui apparaît en bas à droite de l'écran. Ça veut dire qu'en fait, ce contenu, il est publié en direct sur les médias sociaux. En plus de ça, par saison, on produit 120 vidéos originales et 250 photos originales. Chacune de ces photos et de ces vidéos constitue en fait une scène bonus, une scène qu'on n'a pas vue dans la série.
C'est ce qui fait que aujourd'hui, Jules, il a plus de 125 000 fans sur Facebook, quand l'audience moyenne de Cut est de 125 000 spectateurs à la télévision. Donc, on a un ratio 1-1. On a autant de fans sur Facebook qu'on a à la télé. On est aujourd'hui la série, proportionnellement à son audience, la plus suivie sur Facebook. Et je suis content de dire que c'est grâce aux transmédia. On a vraiment des preuves. Il faut savoir que Cut, c'est une des séries les plus vues sur le replay de France Télévisions quand elle est diffusée à la télévision. Et ça, pour Gilles Camouilly, à l'époque, c'était la preuve du succès du transmédia de Cut, et donc ça, on en était très très fiers. Yael essaie de me déconcentrer. Super. J'ai le jet lag quand même, c'est pas bien. Et oui, on était chaîne 19, on était cachés, on pouvait faire ce qu'on voulait. Je vous ai parlé tout à l'heure de Facebook Live. Alors, je vous ai dit que c'était génial, je vous ai dit que Jean-Louis Aubert faisait du Facebook Live. Alors, il se trouve que je m'appelle Julien Aubert, ça n'a aucun lien avec ça, mais j'allais pas le laisser faire des millions de vues tout seul. Donc en fait, on s'y est mis aussi. On a développé un petit outil, vous pouvez voir ici, donc ça c'est avec Maxime Chatham, pour Alain Michel. On fait des Q&A, des questions-réponses en direct sur Internet. On laisse n'importe qui sur le web poser des questions à Maxime Chatham. Et on a développé un petit outil qui nous permet de modérer en fait les questions en direct et de faire des sondages en direct. Mais on ne fait pas que ça. On a fait une OP qui est assez cool pour un film cet été qui s'appelle Nerve. Et la personne qui est là-haut, je préviens, la musique est très forte. Bienvenue dans Nerve, un jeu qui ressemble à Action ou Vérité mais sans la vérité. Les voyeurs paient pour voir, les joueurs jouent pour gagner l'argent et la gloire. Salut la famille, c'est J-Max. Alors aujourd'hui, on a un tas de défis à faire avec Juliette. Hello, donc je suis Juliette de la chaîne Pusher Pink et aujourd'hui on va réaliser plein de défis. Aujourd'hui, ça va être très dur pour nous. Mais on va réussir, on n'a pas peur, des vrais guerriers. Le premier défi, c'est donc pour moi et c'est le défi smoothie. Coupure brute, faut que je revoie mes coupures de vidéo. Bois le smoothie composé par tes abonnés. Donc en direct, pendant toute une journée, en fait on a deux influenceurs qui ont fait un peu le remake du film sur les médias sociaux, J-Max et Pusher Pink, deux influenceurs. J-Max il a plus d'1 million sur Facebook et Pusher Pink il a plus de 800 000 fans sur Instagram. Les deux en fait ils ont fait comme s'ils étaient dans le film, sauf que ces défis ils les réalisaient en direct sur Snapchat, Instagram, Facebook Live, Twitter, Facebook, vous avez compris. Et surtout ce qui était drôle, c'était que c'était les abonnés qui votaient. Par exemple pour ce smoothie infernal, on avait mis plein d'ingrédients sur une table. Pusher Pink a mis une photo des ingrédients et elle a demandé à ses followers, ok, on met quoi dans mon smoothie? Il y avait du Roquefort, il y avait de la Red Bull, il y avait du Tabasco, il y avait plein d'horreurs, des épinards, j'en sais rien, et elle a dû tout boire. Ce qui était drôle, c'est que les fans ont eu l'impression, la sensation, que c'était eux qui pilotaient un petit peu ces défis, qui pendant toute la journée étaient un peu les maîtres du jeu de ces défis qui leur étaient imposés. Et ça a plutôt bien marché, puisqu'en une journée, on a fait 8,5 millions de vues et on a généré 56 000 interactions. C'est des chiffres qui sont plutôt très raisonnables, sachant qu'on n'avait mobilisé que 2 influenceurs pendant une journée. On a réalisé une petite prouesse technique en Facebook Live pour Planète Plus. Ça, c'était au mois de novembre, et je vous laisse découvrir une vidéo qui, je vous le préviens, est encore très mal clippée. Voilà. Bienvenue sur le Facebook Live de Planète Plus, Facebook Live qui est consacré à une série documentaire sur l'espace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec vous, internautes, pour départager parmi 2 candidats un astronaute qui va nous rejoindre en attendant que Thomas Pesquet décolle le 15 novembre. Dikosh, tu dois dessiner Noman. Attention à ton dessin, mec. T'as pas l'air rassuré, mon pote. D'accord. Tu devras dessiner Batman. Donc ça vient du fait qu'il y a Je sais que c'est pas ton fort. Ah, merci. Les deux l'un à côté de l'autre, on veut bien voir. Batman, mais bien sûr, il y a tout. Il y a c'est Dikosh qui a gagné l'épreuve numéro 1 ouais de la démocratie. Bravo Dikosh, moi je suis...
Je vous avais prévenu. Cut, très mauvais cut. Sur cette journée, on avait c'est une petite prouesse technique, puisqu'on peut le voir un peu dans ce montage. On avait un plateau avec 6 caméras connectées, donc avec des moyens digitaux. C'était des caméras qui étaient connectées en Wi-Fi. On avait un système un système son, c'est-à-dire que les comédiens s'entendaient tous. Pourquoi? Parce que c'était un duplex. Il y avait en fait 2 plateaux. On tournait sur 2 plateaux différents, et on a tenu 2h30 en pur live. Il n'y avait pas de coupure, c'était 2h30, guidé encore une fois par les spectateurs. Vous avez vu qu'on était toujours sur ce système d'épreuve qui était pour nous la meilleure chose à faire pour impliquer le public. Et en fait, cette vidéo, elle a donc généré 650 000 vues. Là, on a géré 79 000 interactions. Donc vous voyez que le ratio est meilleur. On a généré plus d'interactions par rapport au nombre de vues. Donc ça, c'est parce qu'on a mieux écrit notre vidéo, on a mieux écrit notre live, on a surtout pensé un concept, un scénario qui impliquait davantage le spectateur qui regardait en direct ces bêtises réalisées par Noman et Dikosh. 41 secondes en moyenne. Là, vous pourriez vous dire, c'est pas terrible. Je parle bien de moyenne sur Facebook. Vous savez que on scrolle, on passe les contenus. 41 secondes sur Facebook, en fait, c'est énorme. En fait, c'est beaucoup. C'est-à-dire aussi dans l'écriture, ça influence. Il faut qu'on fasse un programme qui soit intéressant en 40 secondes. Et je dis pas que les utilisateurs ne restaient pas plus. En fait, c'est un temps moyen. Il y a beaucoup de gens qui sont restés qu'une seconde parce que ça leur plaisait pas. Donc en fait, il y a des gens qui ont regardé le programme pendant une dizaine de minutes. Mais justement, on avait conçu le programme pour avoir des boucles d'audience, un turnover du public toutes les 10 minutes. Et ça, quand on fait un programme de 2h30, eh ben, c'est pas facile. Disons qu'en fait, nous, on a même prévu un turnover de toutes les 5 minutes. Donc ça implique des choses toutes simples, c'est répéter les règles du jeu très fréquemment, parce qu'on se dit que voilà, on a un public qui est fraîchement arrivé, il faut leur expliquer le concept. Donc voilà, dans l'écriture même, la scénarisation d'un programme qui se fait 2h30 sans filet, et ben ouais, ça nous a appris à scénariser ce truc et à jouer avec l'outil Facebook Live. Nos utilisateurs regardent toujours plus d'extraits TV sur Facebook. Pourtant, à ce jour, peu de programmes audiovisuels sont produits nativement pour les médias sociaux. Ce n'est pas le vrai Mark Zuckerberg, c'est évidemment une invention, c'est moi qui l'ai fait parler, mais c'est vrai. Aujourd'hui, les contenus les plus regardés sur les médias sociaux, ce sont les contenus de la télévision, les clips. Je pense à On n'est pas couché, parce que On n'est pas couché, c'est une émission, c'est écrit pour un fort turnover, mais les contenus On n'est pas couché cartonnent sur le web, les contenus des chaînes info cartonnent, les extraits de séries télé cartonnent, le sport cartonne sur Facebook. Donc, c'est une tendance, j'espère vous avoir expliqué cette grosse tendance qui est donc sur les médias sociaux. C'est à nous, producteurs, d'imaginer des contenus qui sont en fait adaptés aux médias sociaux et qui rencontreront davantage les usages qu'on y observe. Là, j'ai parlé de toute l'activité agence auprès donc, de producteurs de séries, de documentaires. Je vais vous parler maintenant, pour conclure, de notre activité de producteur. Avant de vous parler de nos projets, qui sont supposés incarner tout ce qu'on a appris avec l'agence, je vais vous parler un petit peu de notre ligne édito, qui pour nous en fait reflète justement ce positionnement de producteur social media. C'est que d'abord sur les sujets qu'on traite, on aime parler d'un truc qui nous importe beaucoup, c'est parler de la disruption. La disruption, comment la société donc s'adapte au bouleversement créé par Internet. En effet, si vous voulez produire pour les médias digitaux, c'est pas mal de parler en fait des médias digitaux. Si on regarde les contenus qui sont très populaires sur YouTube, qui sont donc publiés par les YouTubeurs, en fait souvent on parle des applications les plus populaires, des usages en fait qui sont du web. Le web adore qu'on parle du web. Donc nous en tant que producteurs, on n'a pas envie de parler on a envie d'élever un petit peu le discours, et comme on va pouvoir le voir, que je vous pitcherai un peu plus tard, on aime voilà de parler de comment on s'adapte à Internet, quelle société on crée avec Internet.
Le folklore digital. Le folklore digital, c'est toute cette culture créée par Internet. Vous voyez derrière moi, donc c'est la chanteuse Azealia Banks, si je ne m'abuse, dans un requin, qui se fait manger par un requin, sur une image homothétique d'une vague qui crée donc un cœur, et tout ça est plutôt rose et bleu turquoise. Ça, c'est un mouvement culturel qui est lié, qui est sorti sur Internet, qu'on appelle le Sea-Punk, Sea-Punk, S-E-A, comme la mer. Donc c'est rebelles de la mer, des gens qui n'ont pas peur des mauvaises concordances de couleurs. Au contraire, le mauvais goût, c'est cool. Ça, ce sont des sous-cultures qui ont été amenées par Internet et on aime les observer. Et si vos contenus, ils intègrent des éléments de ces sous-cultures, y a de fortes chances que ça marche sur Internet. Les séries. La narration sérielle, elle est en fait évidemment très importante. Sur le web, ce qu'on appelle justement donc le storytelling digital, il est de base, il est sériel, puisqu'en fait c'est une histoire qu'on va raconter par petites étapes. Si j'ai une page Facebook, je veux me raconter, fidéliser des fans sur le web, je vais devoir me raconter par étapes, par contenu. Je vais devoir imaginer des épisodes dans ma relation avec le public. La participation. La participation, c'est important. Donner une place au public. Alors pendant longtemps, et notamment le transmédia, on parlait du GC, on parlait d'une forte implication du public. Moi, quand je vous parle de participation, on est bien d'accord, on revient au tout début, quand je vous parlais de like, commentaire, partage. Moi, ça, j'appelle ça une participation. Je vous dis pas de créer du contenu, co-scénariser un contenu. Non, non. Moi, je vous parle de participer. Accepter, intégrer le feedback du public, donc plus ou moins ce qu'on a pu voir avec les Facebook Live notamment, où on pré-scénarise et on laisse une petite place au public dans la création du contenu. En effet, c'est Dikosh qui a gagné et qui est dans l'espace. Cette session, donc à la fin, cette séquence, elle est le fruit du vote du public, donc le public a mis sa touche personnelle. Ensuite, il y a le concept de l'hyperdiffusion. Donc ça, c'est un terme que j'ai emprunté à l'équipe web d'Arte, qui maintenant considère que leurs contenus, télé ou web, doivent être hyperdiffusés. C'est-à-dire qu'on doit retrouver leur contenu sur la plateforme Arte, sur les médias sociaux d'Arte et sur tous les canaux de diffusion d'Arte. L'idée pour un producteur social media ou transmédia, ça va être de chercher de la complémentarité. Comment j'apporte à l'utilisateur qui va voir des contenus à moi sur Instagram, puis sur Facebook, puis à la télévision. Comment je lui apporte dans toutes ces expériences. Et donc du coup, ça passe par une stratégie de diffusion pensée avant la production du programme. Si je veux raconter des histoires qualitatives, si je veux intéresser mon public avec le même degré d'exigence, le même niveau d'exigence que j'ai dans les contenus de la télévision, je dois en fait penser mes contenus web en même temps, les produire en même temps que ceux de la télévision. Et ensuite, une vraie volonté dans nos projets de faire donc, des projets web to TV, c'est-à-dire les projets que je vais vous présenter ensuite sont des projets que j'ai toujours une petite idée dans la tête et j'aimerais bien les porter en télévision. J'ai toujours une idée sur comment je peux les porter à la télé, c'est-à-dire que il n'y a pas que moi qui le dis, on l'observe aujourd'hui, il y a des contenus du web qui vont à la télé et qui marchent à la télé et c'est une grosse tendance que de créer sa communauté sur le web pour ensuite créer de l'audience à la télévision. Le premier projet, notre première production, c'est un documentaire qui va sortir au mois d'août. C'est une web-série documentaire qui est donc produite pour Arte Créative, qui s'appelle L'e-sport fait vivre. Donc comme je vous le disais, on parle de l'e-sport. L'e-sport, c'est un phénomène web. C'est des choses qui se passent sur le web. Donc en fait, c'est le web qui parle du web. C'est écrit par Lame UA, qui est un commentateur d'e-sport, et Clément Vallos, qui est notamment le réalisateur de La Louve. Produit par Studio 4, Voyelle. Et donc, normalement on devait diffuser en juin, mais ça a été décalé en août. C'est un 10 x 4 minutes qui met en scène 2 protagonistes et 25 interviewés. On a un projet qu'on aime beaucoup chez Bigger Than Fiction. Vous reconnaîtrez dans la liste des auteurs un prénom et un nom qui vous sont familiers, puisque Camille Duvay-Leroy était ce matin à une table, elle est coach. Elle est
co-auteur de notre bande dessinée pour Instagram. Là, on va raconter des histoires dans un média social. On a créé donc le premier feuilleton BD Instagram, 60 épisodes pour raconter la plus belle des histoires d'amour modernes, peut-être. La chouette, toujours. Donc voilà, c'est une BD qui va être publiée, qui va sortir en papier au mois de septembre, édition Delcourt. Et donc c'est un projet transmédia, et il va vivre sur plusieurs médias, il va avoir plusieurs vies. Et voilà, le plan de com est déjà validé. On est déjà en train de produire tous les contenus médias sociaux. On va avoir des partenariats avec Combini, Les Inrocks, et j'en passe. Voilà, le 29 juin, été_arte_. On vous attend, j'ai le compte là, je vais savoir exactement, j'ai compté le nombre de personnes dans la salle, donc j'attends normalement une augmentation de fans sur le compte d'ici une petite dizaine de minutes, à peu près équivalente. Je serai à la sortie de la salle, donc je vous attends, voilà. Bon, j'ai encore un projet, et je crois que j'ai pas mal demandé. J'en suis à combien de temps? Ça va. Bah, moi, j'ai pas la vidéo. Bon, le dernier, c'est un projet qui est en développement chez Studio 4, qui s'appelle Rap Fighter. Là, en fait, on s'est directement inspiré de ce qui se fait sur le web. On essaie d'apporter de la production value, de faire un projet avec les codes du web, avec les règles d'écriture du web, mais qui ne pourrait pas être produit sur le web parce que plus ambitieux et assez compliqué à produire. Donc Rap Fighter, c'est en fait une compétition de battle de rap. Donc ça reprend le concept des Rap Contenders, qui sont une compétition de rap en vidéo diffusée sur les médias sociaux et qui cartonne dans plusieurs pays du monde. C'est un mix aussi avec les Epic Rap Battle. Les Epic Rap Battle, c'est quand vous avez Newton contre Nikola Tesla qui se clashent en rap. Ça cartonne, ça fait des millions de vues. Et ensuite, les parodies dessins animés. C'est quelque chose qui marche vachement bien sur YouTube. On a pris les trois et on en a fait en fait la première compétition de rap battle en dessin animé, mais incarnée par des vrais rappeurs. Donc des gens qui sont difficiles à faire travailler, à faire écrire, mais on est donc on a les 4 premiers épisodes qui sont storyboardés et on espère les diffuser l'année prochaine. Donc Rap Fighter, c'est une compétition de donc 7 épisodes. On commence à 4 quarts de finale, 2 rappeurs, c'est le public qui vote. Et le public, quand il aura voté, eh ben, ça va désigner les participants à la prochaine poule. Donc du coup, 2 demi-finales, une finale, un grand gagnant. Et voilà, et en fait ce projet il est nativement transmédia, puisqu'on va raconter sur les médias sociaux ce qui se passe avant, ce qui se passe après les combats, pourquoi tel combattant est là sur le ring aujourd'hui, pourquoi font-ils tout ça, et sachant qu'on est déjà en train d'écrire une Bible, c'est-à-dire que si ça marche, si on avait beaucoup de fans sur Facebook, eh ben on serait capable très rapidement de produire un dessin animé qui, un peu comme Dragon Ball Z, nous raconterait le quotidien de ces combattants de l'imaginaire. What's next? Vous. Voilà, c'est fini.
Ah oui, non, c'est vrai. Alors, tu veux peut-être t'asseoir pour répondre aux questions Oui. Peut-être mieux. C'est pas bien, mais j'ai envie de te poser une question tout de suite. C'est qu'est-ce que tu vends et comment tu gagnes des sous? T'en as pour un moment. Mais je savais pas qu'il y a des questions pièges comme ça. Qu'est-ce que je vends? Avec l'agence ou avec la boîte de prod? Les deux, tout. Dans tout ça, en fait, c'est quoi ta prestation? Qu'est-ce que tu vends ou aux chaînes ou toi en tant que producteur? Donc, est-ce que c'est de la production classique, etc. Et comment tu gagnes des sous? Parce qu'on a vu quand même que tu as une sacrée équipe. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'on vend? On vend du community management. Le community management, c'est des gens qui sont derrière des ordinateurs pendant toute la journée, qui répondent à des commentaires, qui sont là pour incarner les séries, les films, les documentaires, les jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est du temps humain. C'est des gens qui sont là, qui incarnent notre storytelling. J'ai des auteurs. Donc les auteurs, ils écrivent. On scénarise en fait tout ce qu'on va dire, ce qu'on va raconter sur les médias sociaux. Ma dire prod, qui est en fait directrice projet dans l'agence, elle coordonne le travail, on produit des applications, on produit des sites web, donc on coordonne des graphistes, des développeurs, ça c'est sur la partie création interactive. Après on produit, là il n'y a pas longtemps pour un film qui s'appelle Jig Robot, on a produit une vidéo avec Hakim Omiri qui est un humoriste de Golden Moustache. On a produit une vidéo, donc on a fait travailler des monteurs, des réalisateurs, donc on produit de la vidéo, on fait de l'achat média comme je disais, donc ça c'est ce qui on gagne pas, voilà, c'est une partie importante de notre travail, donc on a des gens qui font de l'achat média, et voilà, j'ai un motion designer, je vends du motion, j'ai un graphiste, donc je vends du graphisme, voilà, ça c'est une partie agence un peu classique, en fait on vend du conseil et la mise en œuvre de ce conseil, mais on n'est plus dans le pilotage, c'est-à-dire que j'ai pas de développeur, j'ai pas de réal chez moi attitré, j'ai pas de monteur, on a fait appel à des talents par projet, quoi. Et après, le truc, c'est que sur la société de production, on essaye au maximum j'essaie de faire travailler les gens qui travaillent dans mon agence sur la prod. Donc les community managers sont les personnes qui conçoivent nos dispositifs digitaux. Par exemple sur AppFighter, là on vient d'envoyer notre reco, notre stratégie de communication pour AppFighter pour faire valider notre budget de prod. C'est mes community managers qui ont fait la reco, qui ont imaginé quel contenu sur les médias sociaux. Comme je disais, c'est ma directrice projet qui est là, fait les plannings. Donc voilà. Après je sais pas si sur l'e-sport fait vivre, qu'est-ce qu'on vend? Nous à terme, ce qu'on veut, c'est bosser le moins possible pour d'autres, donc pour d'autres producteurs. Et ce que je voudrais, c'est qu'en fait le principal client de mon agence, ça soit ma boîte de prod. Donc là sur l'e-sport fait vivre par exemple, on va faire des RP influenceurs, c'est-à-dire qu'on va faire des partenariats avec jeuxvideo.com, etc. Ça c'est mon agence qui va faire en fait la com de la boîte de prod. Sur AppFighter, on va produire beaucoup de contenus médias sociaux et il y a du community management pendant 4 mois, parce qu'en fait ce tournoi il va être diffusé, il faut laisser les gens voter, donc en fait on leur laisse 3 semaines pour voter, donc du coup c'est-à-dire qu'il faut animer les votes, dire allez on vote, machin, il faut leur raconter des histoires, donc ça c'est du community management, ce qui fait que je crois que c'est assez récent, mais on intègre en fait le budget de com dans le budget de prod. Donc ça, ouais, ça a été, je crois que c'était une des premières fois que c'était aussi important. Le budget de com représente dans le budget global une partie assez importante donc, du budget de prod, quoi. Ouais, juste pour revenir sur YouTube, donc tu peux juste redire les grosses difficultés de faire du business sur cette plateforme actuellement. Tu veux que je répète ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Ouais, mais peut-être un peu plus, par rapport à ce que tu viens de dire aussi maintenant. RapFighter par exemple, donc moi c'est la petite histoire. RapFighter, on a produit 6 vidéos, là on est à plus de 4 millions de vues sur YouTube, donc on est content. Donc je vais consulter les comptes YouTube pour voir combien on a gagné d'argent. Et en fait on s'est aperçu qu'on a gagné 1 300 €.
6 vidéos de 4 minutes en full anime. Je vous ai pas mis les vidéos, mais bon, c'est du dessin animé, quoi. Il y a de la musique, il y a de l'enregistrement de voix dessus. C'était de l'autoprod en total, ça, on a fait ça pour, en fait, pour aller vendre ensuite à Français et Nouvelles Écritures. C'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'investissement. On a gagné 1300 balles. Voilà, j'ai un animateur, un auteur, un rappeur, un sound designer, un compositeur. Quand je leur dis qu'on va partager le gâteau divisé par 6, et après donc ça fait 200 € par vidéo, qu'après on se divise le gâteau par 5, bah en fait on s'est payé un Big Mac, quoi, en fait, voilà, avec. Donc ce que je discutais tout à l'heure, c'est qu'en fait tu me disais que toi ton objectif c'était t'aimerais bien distribuer ta web-série sur YouTube, et la question que je posais c'est, puisque YouTube en gros ça gagne pas, il faut pas y aller pour l'argent, ça sert à rien. Alors pourquoi j'ai gagné que 1300 € sur YouTube? En fait normalement on gagne entre 1000 et 1200 € le million sur YouTube, c'est ce que rapportent les revenus, sauf qu'il y a un phénomène qui s'appelle les adblocks. Ça te bloque, je suis sûr qu'il y a plein vous avez plein d'adblocks. Moi j'en ai pas, je peux me permettre de dire, je paye ma pub, que je paye par la pub, mais bon, tout le monde le fait, hein. Ça fait qu'en fait il y a que 30% de mon audience qui a vu la pub de YouTube. Donc YouTube il me dit je vais te donner je vais te rémunérer que sur 300 000 vues, pas sur 1 million, si on compte à 1000 € le million. Donc c'est pour ça que je gagne 1300 € sur plus de 4 millions de vues. Donc aujourd'hui, YouTube, baser son business model sur une rentabilité, une monétisation YouTube, moi je trouve que ça vaut pas le coup du tout. Je trouve que ça vaut pas le coup parce qu'en fait, on valorise les projets au nombre de fans, au nombre de vues. Aujourd'hui, si on fait le bilan d'une prod nouveau média, on va dire voilà, avant on disait le nombre de visiteurs uniques sur un site, mais bon, on produit de moins en moins de sites, hein, on produit de plus en plus de vidéos pour les plateformes ou pour les médias sociaux. Donc du coup voilà, le chiffre c'est combien t'as de fans, combien t'as fait de vues en tout. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et sur Facebook, il y a une viralité naturelle qui fait que pour le même contenu, on fait 4, 5, 6 fois plus de vues sur Facebook. Donc moi, ce que je recommande, c'est de mettre et la vidéo sur YouTube et sur Facebook et de faire du community management à fond. Parce que si ta série courte d'animation, elle est ultra vue, tu fais 1 million de vues pour chaque vidéo, je pense que tu n'auras pas de mal à convaincre ton diffuseur de produire une saison 2, peut-être un peu mieux, peut-être un petit peu plus longue, un petit peu plus d'épisodes, ou pourquoi pas, si tu avais 100 000 fans à la fin de ta saison 1, tu pourrais dire, ce serait pas mal qu'on fasse un peu de télé, et peut-être que cet argument arriverait à les convaincre. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est sur les vues YouTube. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les vues YouTube? Les vues YouTube, comment ça marche l'algorithme? En fait, YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est-à-dire que le public, ces jeunes qui passent des heures et des heures devant leur ordi à regarder des vidéos de Norman, de Cyprien et tout le tralala, comment ils font? En fait, c'est pas un média social YouTube. On n'y va pas, on voit pas ce que nos potes nous recommandent sur YouTube. Ce qui se passe, c'est qu'on a un moteur de recherche et on se dit tiens, j'ai entendu parler de tel film, tiens, je vais voir Wolverine, ce qui se passe, est-ce qu'il y a des vidéos cool qui ont été faites là-dessus. Et puis en fait, on parle de session de visionnage. Ce qui est important dans YouTube, c'est par quelle vidéo on arrive sur YouTube. Des fois, c'est un lien Facebook, je clique sur une vidéo, puis après ma vidéo se finit, puis en fait, YouTube m'en propose une autre qui est jouée automatiquement. Puis en fait, j'en ai d'autres qui sont proposés à côté. Et en fait, tout l'intérêt du marketing YouTube, ça va être justement d'être associé à ces vidéos. Le but, c'est pas que les gens vous trouvent dans le moteur de recherche, parce que ça, c'est une recherche spontanée. Ça voudrait dire qu'il faudrait que vous soyez ultra connu, que vous soyez dans la bouche de tout le monde et que les gens se disent « Ah, faut absolument que je vois Antéchrist, c'est la série qui cartonne. » Non, l'intérêt, c'est plutôt de se dire comment Antéchrist est associé à Cyprien, j'ai une bêtise, ou un youtubeur qui cartonne, qui est très corrosif, qui a un petit peu votre ton. Comment en fait YouTube va se dire, nous savons que les gens qui aiment ce youtubeur qui cartonne et qui a un ton corrosif aiment les vidéos d'Antéchrist. Ça c'est ce qu'on appelle le YouTube marketing, c'est-à-dire qu'on va réfléchir par des mots-clés, on va réfléchir à comment on s'associe par le titre, par le visuel, comment on va faire pour que les utilisateurs, les gens qui ont vu une vidéo aient envie de cliquer sur la vôtre ensuite.
Et on fonctionne justement par session. L'idée, c'est de se dire que sur YouTube, on peut voir 5, 10, 15 vidéos d'affilée pour les gros utilisateurs de YouTube. Donc l'idée, c'est d'être dans ce tunnel-là. Et une fois que c'est fait, YouTube vous reconnaît, vous associe et vous met automatiquement, grâce à son algorithme, dans les sessions des autres utilisateurs. En termes de développement, est-ce que vous allez intégrer de plus en plus la réalité virtuelle dans vos productions? Attention, ça va piquer. Non, pas du tout. Mais ça, c'est un choix, c'est notre choix à nous. On fait 0 VR. Moi, je viens de Second Life. Donc, moi, quand j'étais chez Even, je faisais du planning stratégique sur tout ce qu'on appelait les plateformes émergentes du web. J'étais payé pour aller explorer les nouvelles tendances. Donc, il y a une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de Second Life, c'est un jeu, en gros, c'est une sorte de jeu vidéo persistant, c'est-à-dire que je faisais un truc dans Second Life, le lendemain, je revenais, c'était encore là. C'est pas comme un jeu vidéo où quand la partie se termine, je reviens à 0. C'était une sorte de monde que les utilisateurs ont construit par eux-mêmes. Donc, la 3D, ça existe toujours. Ouais, ça existe. Non, mais c'est vrai, ça existe toujours. Oui. Oui, puis c'est même un des principaux fournisseurs de talk. En fait, il y a toujours plein de gens qui aiment aller papoter dans Second Life. Mais là, du coup, le créateur de Second Life est en train de faire un gros truc en VR. Moi, c'est un peu idéologique, c'est que j'ai l'impression que je peux apporter autre chose sur d'autres projets que la VR. J'ai l'impression que les médias sociaux sont... Moi, j'ai une règle dans le transmédia, dans la production de nouveaux médias, c'est usage, technologie, storytelling. C'est-à-dire que je pars toujours de l'usage. Je me dis... Ils sont où les gens? C'est quoi les trucs qui sont un peu tendance? C'est quoi les grandes tendances de consommation? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Snapchat, ça cartonne, que les stories d'Instagram, ça y est, ont dépassé Snapchat. Donc, c'est une petite guerre, mais donc Instagram est devenu plus fort que Snapchat sur les vidéos courtes de 10 secondes. Et ce que je vois, c'est que quand je suis dans le métro, quand je vais faire de la veille dans les fast-food, je vois tout le monde qui est sur Snapchat, tout ça, et je me dis, c'est là que moi j'ai envie de mettre mes contenus. Parce qu'apparemment, je sais pas pourquoi, je l'explique pas, moi je suis pas sur Snapchat naturellement, mais je sais pas pourquoi, les gens aiment ce média-là, c'est un truc qui leur plaît. Donc je vois pas de casque VR chez McDo comme ça, je vois pas les gens dans le métro avec leur casque VR, donc moi je suis parce que j'étais longtemps trop en avance sur mon temps, j'ai décidé de prendre un petit peu de ralentir un petit peu mon taux de disruption, et je veux juste un tout petit peu disruptif, c'est-à-dire je veux juste avoir un pas avant et peut-être pas 4 ou 5. Donc du coup, voilà, je fais des Facebook Live, j'essaie d'innover sur Facebook Live, j'essaie de faire des... Là, je suis en train de vendre des talk shows sur Facebook Live. Ma foi, c'est déjà vachement innovant et je préfère, moi, ce degré d'innovation. Après, la VR, c'est génial, hein, il y a plein de trucs super cool à faire, mais je pense que ça a un potentiel fort dans les musées, dans des parcs d'attractions, dans des lieux de distribution. Je vois pas encore une adoption massive du grand public, je vois pas encore les gens pousser leur table et se mettre comme ça entre potes. Je me trompe sans doute. Je sais que c'est ultra intéressant créativement, mais voilà, moi j'ai décidé de me mettre sur la production social media. Voilà. Avis tranché sur le sujet de la VR. C'est bon. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit panorama sur les autres pays, notamment les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en fait, quelles sont les autres tendances dans les autres pays, si vous avez un petit comparatif? On parle de toutes les tendances digitales aux États-Unis. Ça fait beaucoup. Les lunettes Snapchat. Ouais, les lunettes Snapchat. Non, ouais, je sais pas, les lunettes Snapchat. Non, c'est vrai que les tendances... et franchement... Je trouve que ce dont on vient de parler là, en fait, c'est déjà une très grosse tendance et qu'il y a encore plein de trucs à faire, vraiment. Donc, comme je disais là, moi, j'étais, en fait, pour comprendre ma psychologie, c'est que quand j'étais en agence, mon taf, c'était de regarder le futur. Et là, j'avoue qu'en ce moment, je suis en train de me dire comment je peux... Je pense qu'en fait, en maturité média, là, je pense qu'on est arrivé à un stade où il va y avoir un ralentissement. Alors, il y a la VR qui enthousiasme toute l'industrie, et ça, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Voyelle, peut-être que c'est toi, Voyelle, qui peut plus déparler des tendances. Moi, je me sens pas trop sur les tendances. Moi, j'ai ma tendance, et je vais faire là-dessus. Ouais, Instagram, il y a encore plein de trucs à raconter, il y a encore plein de façons. Comment on fait de la news sur Instagram? Les gens, ils sont là, quoi. Les gens, ils y vont. Il y a des chiffres de fou, hein. C'est le nombre de connexions quotidiens moyens des utilisateurs de Facebook, c'est 12 connexions par jour. En moyenne, hein, sur l'ensemble des utilisateurs, 12 connexions. Les gens, ils viennent se connecter 12 fois sur leur Facebook.
j'ai encore vu aucun média qui répond à cet usage-là. Donc moi je me dis, il faut répondre à ça plutôt comme usage que plutôt de venir raconter des trucs sur des montres ou j'en sais rien, la réalité mixte et tout. Je pense que les gens, déjà, le public, nous tous, faut qu'on s'adapte à ça déjà. Je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Il faut savoir que pour les gens comme moi qui sont super accros, on se connecte 250 fois par jour à Facebook. C'est énorme. Donc voilà, pour moi c'est déjà vraiment un truc, c'est le futur déjà ça, et je préfère réfléchir à ça. Sinon les tendances, on peut faire. C'est quoi pour vous les tendances dans le futur? Je prends juste une news là, le New York Times se lance sur Snapchat avec des mots croisés. Je sais pas si ça vous inspire. C'est sûr que tous les médias traditionnels y vont aussi, et tu as totalement raison sur ta réflexion autour des médias sociaux, c'est évident. Après, lequel va l'emporter, ça c'est encore une grande question. Ouais. Mais après, c'est un truc de fou. N'importe où tu vas, moi je prends l'avion souvent, la première chose que les gens font en rallumant, c'est ils sont sur Instagram comme ça, tac, 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 et ça peut durer une demi-heure, le temps qu'on arrive à destination. C'est incroyable, quoi. Et c'est partout, et c'est de plus en plus de monde. Ouais, c'est clair. J'étais en vacances, parce que je dis que j'étais en jet lag, donc voilà, j'étais en vacances, dans un endroit où il n'y a pas Internet, vraiment, c'est très difficile de s'y connecter. Ça a été dur pour moi, la détox, hein. J'avais le pouce qui faisait ça tout le temps. Non, mais en fait, quand on est arrivé dans les hôtels, on voyait les gens qui étaient comme ça sur leur téléphone, et j'ai pris des photos de potes, quoi, qui étaient comme ça sur leur téléphone. Je me suis dit, waouh, le monde est vraiment en train de changer, quoi, qu'il se passe un truc. Et je pense pas qu'on a encore apporté la réponse à ça, quoi. Je pense qu'on s'adapte, que les créateurs de contenu, on n'est qu'au début d'imaginer tout le monde qui va avec ça, quoi. Donc voilà, quoi. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est les techniques qui nous aident à faire des contenus. On parle de lunettes Snapchat, c'est excellent. C'est les Google Glasses, par exemple, aussi. C'est des caméras qui filment en direct. C'est-à-dire que bientôt, j'aurai un petit bouton ou une petite montre, je fais comme ça. Genre, les gens ne savent pas que je vous enregistre. Je peux créer de nouveaux contenus. Moi, je pense que c'est ça l'innovation, quoi. C'est quel nouveau contenu on crée. On parle des drones. En vacances, j'ai vu plein de gens avec des drones. Donc les gens, ils jettent leurs trucs en l'air et puis ça filme tout et n'importe quoi. Ça filme d'ailleurs moi, ça me filme moi. C'est-à-dire que je suis en vacances et je pourrais me retrouver sur Internet parce qu'il y a un drone d'un mec, d'une personne qui je sais même pas qui me filme. C'est-à-dire que je sais même... Bientôt, on sera sur un site touristique. Les gens... Ils se diront, ça sert à rien que j'y aille, il y a trop de monde. Donc je vais juste mettre mon drone, et puis nous on va rester dans le truc à côté, puis on va piloter notre drone et on pourra aller là où on veut. Moi je suis dans des petites montagnes et tout. C'est vrai que des fois je regardais là-haut, je me dis c'est impraticable, je peux pas aller en haut de la montagne. Je prends mon drone, hop, il regarde, et après je peux éditer mon film de vacances en direct. C'est ça pour moi les innovations, c'est comment on remplit les médias sociaux, comment on devient tous des créateurs de contenu. Ça pour moi voilà, quand on aura tous notre drone, il y a un épisode de South Park qui en parle assez bien. South Park est une super série qui parle justement de la disruption digitale, ça anticipe beaucoup. Voilà, c'est le genre de choses. Du coup je pense à Black Mirror aussi d'ailleurs. Super série, hein. Si on veut voir, c'est une fabuleuse série si on veut justement réfléchir à quelles sont les conséquences des médias d'aujourd'hui, quoi. Ça, ouais, voilà.